Bonsoir à tous. Je vous propose qu'on commence parce que nous avons une soirée un peu chargée et pour être sûr que chacun ait le temps de poser toutes les questions qu'il le souhaite. Ce que je vous propose, c'est qu'on organise ce temps de présentation des écoles supérieures de danse. Tout d'abord, avec une présentation de chaque école, après une introduction de Marion Ballester du CRR de Boulogne et que vous posiez vos questions par le fil Q&R. On prendra les questions et on posera les questions après chaque présentation d'école. Donc, vous n'hésitez pas, dès que vous avez des questions qui vous viennent à l'idée, vous les écrivez tout de suite, comme ça on pourra les prendre dans l'ordre où on va pouvoir les regrouper sans attendre. Donc, vous n'attendez pas la fin des interventions, vous commencez à les poser, comme ça, nous, on peut les transmettre directement. Je passe sans transition la parole à Marion pour qu'elle introduise le contenu. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Muriel. Merci de me proposer d'animer cette quatrième édition du webinaire sur les formations supérieures en danse. Alors, pour redonner un petit peu le contexte des classes préparatoires ou du cycle préparatoire à l'enseignement supérieur, c'est un temps qui dure entre une à trois, 1 à 3 ans, 1 à 3 années, pardon. Un cycle où l'on entre accessible sur concours, sachant que la pratique hebdomadaire est environ de 18 heures. L'âge va à peu près, en général, les élèves qui se présentent sont des élèves qui sont en fin de collège et lycée, sachant que c'est un moment voilà, où on va commencer leur faire approcher l'enseignement supérieur par des invités, des chorégraphes. C'est vraiment un temps d'optimisation de la pratique, d'accompagnement individuel et de perfectionnement. Et je crois que c'est important en fait que chaque élève et chaque futur candidat aux écoles supérieures connaissent bien les spécificités de chaque école parce qu'il faut savoir que les écoles choisissent les candidats, mais les candidats choisissent aussi leurs écoles. Voilà, peut-être qu'on va laisser la parole à Patricia Alzetta du Pont supérieur de Paris-Boulogne et Nathalie Moreno. Bonjour à toutes et tous. Donc, nous ne vous voyons pas, c'est très particulier. Je vais introduire et puis ensuite, voilà, quelques mots sur le PSPBB, sur les objectifs, et puis je passerai donc la parole à Nathalie Moreno, qui est conseillère aux études au pôle. Alors, une petite présentation du PSPBB. Donc, c'est un établissement d'enseignement supérieur soutenu par le ministère de la Culture, de la ville de Paris et de la ville de Boulogne-Billancourt, qui fait partie de l'établissement territorial Grand Paris Seine-Ouest, donc GPSO. Le PSPBB est à ce jour la seule école qui dispense une formation de premier cycle supérieur en musique, théâtre et danse. Au département danse, nous proposons un cursus de 3 années d'études en danse jazz, complété selon les années et parfois les semestres par des cours de danse classique, de danse moderne, technique Horton et Graham, de danse contemporaine, de danse urbaine, de cours de claquettes, de chant, de théâtre, d'ateliers d'improvisation, de composition, d'ateliers avec des étudiants du département musique jazz et de musique actuelle amplifiée et avec des comédiens. Notre particularité, justement, on appuie beaucoup sur les projets transversaux, faire en sorte que nos étudiants vraiment puissent se rencontrer. Et notamment la semaine dernière, Claude Georgel, le directeur du PSPBB, a présenté la deuxième édition du festival PSPBB avec un très très beau projet mis en scène par Marcus Borgia, avec comme chorégraphe Karl Portal et comme référente pour la musique Aurélie Sarah. Et voilà, c'est peut-être notre singularité, je dirais, c'est d'être vraiment à la fois une école de formation, mais également de projets transversaux. Le nombre d'enseignants, nous avons à peu près une trentaine d'enseignants en danse jazz pour les ateliers, 3 en danse classique, 2 en danse moderne, selon les années, selon les promotions. Je dirais que rien n'est figé dans le marbre aussi, tout peut évoluer aussi en fonction des promotions, en fonction de ce qui se passe, du monde aussi qui change et de nos jeunes aussi qui évoluent.
Nous programmons régulièrement alors des masterclass, des modules, soit sur un travail autour du répertoire, soit des modules de création ou encore vraiment sur des thématiques comme par exemple la forme solo, être en capacité voilà, de travailler autour vraiment d'avoir des modules où, si vous voulez, l'étudiant est aussi amené à être aussi dans la recherche, pas seulement exécutant. Euh, Nous programmons aussi une quinzaine de mises en situation justement professionnelles par an, donc scène ouverte à la danse jazz, des conférences dansées euh, vraiment présentées par les étudiants. Les étudiants sont sur scène. C'est pourquoi d'ailleurs les cours de théâtre, les cours de chant, parce qu'on leur apprend aussi à s'exprimer, on les prépare au monde professionnel. Et puis aussi, là, je dirais que puisque nous sommes la seule école supérieure en danse jazz. La danse jazz est une danse hybride, c'est une danse métisse, c'est la culture de l'oral aussi, donc le chant, la parole, voilà, fait partie aussi de cette culture-là. C'est pas uniquement la danse, si vous voulez. Voilà, donc nous programmons des mises en situation professionnelles, les projets transversaux dont je vous ai parlé, des conférences. Nathalie peut-être aura le temps euh, voilà, elle vous fera plus un descriptif après de la maquette. Je dirais que l'objectif pour nous avec cette formation, c'est vraiment bien sûr de former des danseurs autonomes, polyvalents, capables de répondre aux attentes des chorégraphes, de s'adapter, d'avoir un bon bagage technique, bon, ça va de soi, mais d'être aussi un artiste, interprète sensible, qui soit force de proposition. Donc, on encourage la créativité, on les prépare pour leur entrée vraiment dans le monde professionnel en programmant, notamment, par exemple, des ateliers de médiation, être aussi en capacité de se présenter, comment dire, d'établir pardon, de faire son CV, voyez, enfin, toutes ces choses-là. Voilà, il n'y a pas uniquement, ce ne sont pas uniquement, on ne vient pas là uniquement pour prendre des cours de danse, mais il y a tout un travail, toute une philosophie, et on les prépare vraiment au monde professionnel. Également aussi à être sensible à la danse inclusive. On a eu par exemple une intervenante qui est venue faire un module avec des personnes en situation d'handicap. Alors, nous avons actuellement d'anciens étudiants qui sont, par exemple, dans des productions comme Le Roi Lion, comme Black Legends. Alors là, ce sont ceux, effectivement, qui se sont orientés plus vers des spectacles, vous voyez, des productions musicales ou de la comédie musicale. Certains vont s'orienter plus vers le cabaret et d'autres sont vraiment très intéressés par la danse d'auteur et vont plutôt auditionner en priorité pour des chorégraphes qui sont dans la sphère, on va dire, contemporaine, mais qui sont des chorégraphes qui cherchent vraiment des danseurs qui ont une certaine physicalité, une certaine musicalité, et les danseurs jazz, très souvent, remplissent bien, je dirais, le contrat. Donc, voilà, je ne veux pas être trop longue, donc je vais passer la parole à Nathalie qui a beaucoup de choses, je pense, à vous dire, et puis on a certainement à répondre à vos questions également. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je vais compléter les propos de Patricia et peut-être détailler des choses plus concrètes, peut-être pour que vous arriviez à vous rendre compte de ce que c'est que ces études DNSPD au PSPBB. Voilà. Donc, c'est 3 années d'études. Hein. Il y a certaines écoles supérieures qui ont des années préparatoires. Ce n'est pas le cas au pôle. Hein. On entre directement en première année et il n'y a pas de master. Donc, c'est 3 années d'études. Pour découvrir les contenus au-delà de ce que vous a présenté Patricia, vous avez sur le site du pôle le règlement général des études, ce qu'on appelle le RGE, et dans ce RGE, quelque chose qu'on appelle la maquette pédagogique, donc qui présente en détail les contenus de cours sur les 3 années, les volumes horaires. Donc, il faut savoir que c'est un programme lourd, complet, chargé, on va dire. Donc, il faut vraiment envisager ces études c'est une formation à plein temps. Les étudiants sont en cours euh, entre 9 heures et
16h30, et le mercredi un petit peu plus longuement, 9h, 18h30. Voilà. Donc, et du point de vue, on commence en octobre. Ça, c'est la rentrée officielle, mais il y a deux semaines de pré-rentrée. Et puis, donc, cours jusqu'à fin juin. Et en semaine de vacances scolaires, semaine de congés, une semaine à la Toussaint, 2 semaines à Noël, une semaine aux vacances d'hiver et une semaine aux vacances de printemps. Donc voilà, on passe à un autre rythme. C'est vraiment des études qu'il faut envisager. Ce sont des études supérieures. C'est beaucoup d'engagement, euh, à la fois physique et puis en temps, quoi. C'est-à-dire que donc il faut, par exemple, il y a des étudiants, bien sûr, comme tous les étudiants, on a des étudiants qui travaillent aussi pour subvenir à leurs besoins, mais on ne peut pas envisager un travail à plein temps ou voilà, ça peut être que très ponctuel. Il faut le savoir parce que quand on s'engage dans ces études, il faut avoir pensé à comment les financer. Hein. On ne peut pas travailler en même temps que l'on étudie au pôle pendant ces 3 années. Euh, donc, c'est un fonctionnement, on est en partenariat avec l'université Paris 8. Donc, quand on entre au pôle, on prépare 2 diplômes. Le diplôme dont on a déjà parlé, qui s'appelle DNSPD, et puis aussi donc une licence qui s'appelle donc à Paris 8 musicologie, parcours danse. Et les deux parcours sont imbriqués complètement. Et on suit vraiment les deux parcours euh, sur l'université commence en deuxième année. Donc, vous êtes inscrit à l'université Paris 8 en deuxième et troisième année. Euh, voilà, et c'est vraiment une collaboration fructueuse avec l'université. Euh, donc, je ne vais pas reparler. Donc, les singularités, Patricia en a parlé. Euh, la pluridisciplinarité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de disciplines différentes et on a un fonctionnement dans le temps qui est à la fois avec une équipe régulière, une équipe permanente d'enseignants dont vous a parlé Patricia, donc environ 25 enseignants et des musiciens accompagnateurs pour les cours, et une quinzaine ou une vingtaine par promotion d'intervenants extérieurs pour des masterclass, pour des moments de création, pour des rencontres sur différents sujets qui ne sont pas proposés par l'équipe permanente. Voilà, donc vous allez rencontrer une multitude, on va dire, de personnalités tout au long de ce parcours. Euh, des sujets peut-être plus concrètement. Vous vous dites peut-être, mais c'est où le pôle? Concrètement, physiquement, géographiquement. C'est vrai que c'est difficile, parfois difficile à appréhender parce qu'on est sur plusieurs lieux de cours. Comme vous l'a dit Patricia Alzetta, on a un établissement musique, théâtre et danse et chaque département a ses lieux de cours. Donc pour le département danse, chaque promotion a son lieu de cours particulier. Donc pour une des promotions, c'est le conservatoire du 13e arrondissement, donc à Paris dans le 13e, plus précisément en métroplace d'Italie. Une autre promotion est au conservatoire de Vanves. Donc ça, c'est sur la ligne 13, c'est plateau de Vanves-Malakoff. Et puis les étudiants de ces deux promotions, parce qu'on a deux promotions en scolarité, j'y reviendrai, ont aussi comme lieu de cours le CRR de Paris, une journée, studio de danse des Abbesses dans le 18e, Paris 18e, où là les deux promotions se rencontrent ce jour-là. Et elles se rencontrent aussi, les deux promotions, le lundi au conservatoire de Vanves. Voilà, donc il n'y a pas de transport dans la journée. Les étudiants sont, comme je vous le disais tout à l'heure, de 9h30 à 16h30 sur le même lieu de cours, mais sont, voilà, il y a différents lieux de cours. Et l'administration du PSPBB est dans un autre lieu,
Voilà, donc c'est un peu singulier, mais voilà, on prend ses marques en début d'année, mais voilà, c'est important de savoir qu'il y a différents lieux de cours. Euh, sur le concours d'entrée, on recrute 2 années sur 3. Donc là, il y a eu un concours d'entrée en 2023. Il y aura un concours d'entrée en 2024. Il n'y aura pas de concours d'entrée en 2025. Donc, prochain concours d'entrée en 2026. Ce qui est important à savoir, c'est que on est signalé sur Parcoursup, mais les inscriptions ne se font pas via Parcoursup. Il ne faut pas attendre Parcoursup pour s'inscrire au pôle. Par exemple, concrètement, pour vous donner une idée de la temporalité, cette année, le concours d'entrée a lieu du 15 au 19 avril, donc sur 5 jours. Et les inscriptions ont eu lieu, les dates d'inscription, c'était entre le 24 novembre et le 5 janvier. Donc, vous le voyez très en amont du concours. Donc, et sur une période assez courte, on va dire, c'est sur un peu plus d'un mois pour s'inscrire. Et c'est vraiment drastique. Donc, il faut vraiment être très attentif aux dates d'inscription. Vous renseignez à peu près en octobre de l'année où il y a un concours. Donc, maintenant, en octobre 25 pour le concours qui aura lieu en 26. A priori, on est toujours sur les mêmes périodes, hein, donc pendant les vacances scolaires parisiennes, l'une ou l'autre des semaines des vacances parisiennes de printemps. Voilà, pour envisager aussi, c'est une question un petit peu pratique, pour envisager un petit peu, voilà, les frais, c'est quoi s'inscrire au pôle? Il y a des frais d'inscription au concours qui sont de 70 euros. Il y a des frais de scolarité annuels de 550 euros. Et sachant, je vous en ai parlé tout à l'heure, que vous entrez à l'université, vous êtes à l'université Paris 8 en deuxième et troisième année, vous avez aussi les frais universitaires qui sont de 170 euros par an, donc ça s'ajoute aux 550 euros. Et puis, vous avez comme tout étudiant, hein, puisque vous avez le statut d'étudiant, la contribution à la vie étudiante et de campus qui est de 100 euros. Voilà, vous avez un petit peu une idée. Et puis après, il faut que vous envisagiez aussi le coût de la vie d'un étudiant à Paris, donc se loger à Paris. Et voilà. Donc, et bien sûr, vous avez le statut d'étudiant, donc vous avez accès au Crous, à la fois aux bourses Crous et au logement Crous. Mais il faut faire des démarches très en amont aussi, même avant de savoir si vous êtes reçu au pôle. Il faudra faire les démarches auprès du Crous. Donc voilà, il faut bien penser à toutes ces échéances quand on va entrer au pôle. Voilà, c'est un peu les mêmes. On va retrouver ça dans les autres écoles hein, supérieures. Ce qu'on appelle les prérequis. Voilà, quelles sont les conditions pour entrer au pôle? Il faut avoir 17 ans au minimum, 25 ans âge maximum, et il y a des dérogations qui peuvent être demandées. L'âge moyen, on a beaucoup d'élèves qui entrent au pôle après le bac, donc et après un DEC ou une formation de plusieurs années, dans ce qui peuvent être dans des écoles privées, des parcours différents. Mais voilà, en général, les élèves entrent à 18-19 ans au pôle, mais on peut avoir aussi des élèves, des candidats qui sont plus âgés, hein, qui entrent à 21-22 ans et qui parfois même entrent après à la limite d'âge, ce qui est plus rare, mais ce qui est possible. Donc, euh, on essaie d'ouvrir le parcours à des profils très différents. On a d'ailleurs ouvert depuis cette année, le règlement des études a changé. On indiquait qu'il fallait avoir un parcours de 3 années en danse jazz. Et après, sinon, il fallait demander une dérogation. Là, on souhaite ouvrir à des parcours différents. Et donc, on peut avoir fait un parcours en danse contemporaine, en danse africaine, en hip-hop, et vouloir intégrer le pôle. C'est possible. Les critères, les qualités que l'on demande, voilà, à un candidat, comme vous l'a dit Patricia, c'est voilà, il faut avoir des acquis techniques, bien sûr. Hein, c'est une formation professionnelle. Mais on regarde le potentiel
du candidat. On garde sa singularité, sa personnalité. C'est pour ça que je vais vous parler là maintenant du contenu du concours. Vous vous posez peut-être les questions de voilà, quelles sont les épreuves à ce concours. Donc, il y a une admissibilité, c'est assez classique, une admissibilité et une admission. L'admissibilité, c'est un cours de danse jazz qui est donné par un, un professeur invité, hein, et un cours d'1 heure et quart. Voilà, ça c'est l'admissibilité. À l'issue de cette admissibilité, vous êtes ou non retenu pour la deuxième partie du concours, où là, il y a une variation imposée qui a pris lors du concours, hein, et puis une composition personnelle, une improvisation et un entretien. Il ne faut pas du tout négliger l'entretien, c'est une part très importante du concours d'entrée. C'est là où on découvre qui vous êtes, votre personnalité, votre projet. Et c'est là où on peut voir l'adéquation entre l'école et la formation qu'on propose et votre projet professionnel, comment vous projetez à 3 ans, quels sont euh, vos souhaits. Voilà, donc l'entretien est important. Bien sûr, et tout le reste des épreuves. Donc, il y a des coefficients différents pour ces épreuves, mais voilà, vous trouverez tout ça sur le RGE. On peut répondre à vos questions. Euh, pour découvrir concrètement aussi la formation. On n'a pas de journée portes ouvertes comme d'autres écoles supérieures peuvent le proposer, mais par contre, on a beaucoup de mise en situation professionnelle. Les étudiants sont très souvent au plateau, donc il y a toute une saison que vous pouvez retrouver sur le site, sur la page Facebook du département danse. Donc, n'hésitez pas à suivre l'actualité du pôle avant d'y venir, c'est essentiel. Savoir dans quelle école vous vous engagez, quoi ressemblent nos étudiants, quel type de projet artistique ils présentent. Et puis, on a un teaser aussi qu'on peut vous envoyer, qui est en ligne, voilà, qui vous donne aussi un peu de chair, hein, au-delà du descriptif que vous pouvez trouver sur le site. Voilà, ça donne un peu une idée plus concrète de ce qu'est le pôle. Euh, Qu'est-ce qui serait important à dire aussi au-delà de ce qu'a présenté Patricia, la pluridisciplinarité, la transversalité, la créativité, les mises en situation professionnelle. Il y a des stages d'insertion professionnelle aussi, c'est obligatoire dans la formation. Donc là aussi, c'est se frotter au monde professionnel. Donc c'est l'étudiant dans le cadre de son autonomie qui choisit s'il veut faire un stage dans une compagnie, dans un festival, s'ils veulent faire plutôt du côté production ou poursuivre la création et la diffusion d'une œuvre au sein d'une compagnie. Euh, voilà, donc on a des partenaires, hein, il y a peut-être une trentaine de structures qui ont accueilli euh, les étudiants du pôle depuis sa création. Puisqu'on reste, peut-être Patricia ne vous l'a pas dit en introduction, mais c'est important aussi à savoir, on est encore une jeune école supérieure, donc on a été créé en 2011. Donc, il y a 7 promotions qui sont sorties du pôle. Et donc, on a à ce jour 56 diplômés qui se sont donc insérés professionnellement dans les différents euh, champs du secteur chorégraphique, hein, dont vous a parlé tout à l'heure Patricia, des compagnies de création actuelle, euh, de la comédie musicale, le cabaret, l'événementiel. Voilà, tous ces différents secteurs. On a aussi des étudiants qui créent leur structure, qui créent leur collectif, qui créent leur compagnie et qui maintenant, voilà, sont à la tête d'une compagnie. Nathalie, Oui. peut-être que tu pourrais redonner enfin, les attendus, par exemple, pour se présenter au concours qui donc aura lieu en 2026. Il n'y aura pas de concours en 2025. Tu parlais du DEC, tu parles du diplôme d'études chorégraphiques, qui est le diplôme qui clôt les études dans un conservatoire. Et quelqu'un qui n'est pas en conservatoire, quels sont les prérequis? Alors, c'est 3 années d'études en danse. Donc, c'est vraiment très ouvert. Donc, pour attester de ces 3 années d'études en danse,
suffit voilà, demander à l'association, l'école, la structure où vous travaillez, de faire une attestation. Vous le mettez dans votre dossier d'inscription et c'est ça qui vous permet euh, voilà, euh, d'être admis, ce qu'on appelle admis à concourir. Voilà. Et Et puis le baccalauréat, donc bien sûr, comme je le disais, les étudiants, quand ils s'inscrivent, souvent ils n'ont pas leur baccalauréat, mais ils vont le passer juin de l'année avant d'entrer au pôle. Donc, on peut tout à fait se présenter au pôle quand on est en terminale, hein, et voilà. Et après, on est reçu sous réserve d'avoir le baccalauréat, mais le concours, voilà, le concours est en avril. Les étudiants ne savent pas encore s'ils ont leur baccalauréat, mais après, voilà, les résultats du concours sont publiés sous réserve du baccalauréat. Et donc, à l'issue des 3 ans au PSPBB, au Pont supérieur Paris-Boulogne, les étudiants ont un double diplôme. Un double diplôme, donc le DNSPD et la licence donc musicologie parcours danse. L'intitulé est pas évident, mais voilà, c'est une université voilà, pionnière en danse, une des premières universités qui a proposé un parcours voilà, avec une équipe enseignante qui est très impliquée, bien sûr, dans la recherche, qui se renouvelle aussi, et avec qui on travaille vraiment en collaboration voilà, active. Et donc, pour mettre en œuvre tout ce programme dont on vous a parlé très succinctement, mais voilà, il faut laisser le temps de parole à chacun. Donc, il y a l'équipe permanente, il y a les invités, hein, qui sont français ou étrangers, sur chacun sur leur domaine. Et puis aussi, il y a beaucoup de partenariats. C'est aussi tous les partenariats avec des structures euh, qui sont sur le territoire. Donc, ça peut être des CCN, des CDCN, le CND, le Centre national de la danse. Voilà. Euh, donc c'est aussi ces partenariats qui enrichissent et qui nous permettent de proposer aux étudiants tous les champs dont on a parlé, tous les champs de connaissances dont on a parlé. Euh, voilà, et puis on a la chance aussi, les étudiants ont la chance d'être à Paris, donc avec des propositions de spectacles. Il y a, je ne sais pas combien de spectacles possibles, de choses à voir à Paris quand on y vit. Donc on encourage les étudiants à connaître, voilà, ils viennent tous avec leur culture, leurs connaissances, mais à profiter de cette vie parisienne. Et on les soutient en cela, puisqu'on prend en charge le coût des places de spectacle avec un très large spectre, vraiment. À Paris, on peut voir une compagnie émergente, un laboratoire, une expérimentation, des compagnies de CCN, mais des compagnies françaises, des compagnies étrangères. Euh, voilà, donc le spectre est immense. Et on soutient, on prépare avec Patricia, mais aussi on interroge les étudiants sur voilà, ce qu'ils voudraient voir, ce qu'ils n'ont pas encore vu, ce qu'ils voudraient découvrir, et on les aide à découvrir ces programmes-là, puisqu'on prend en charge une quinzaine de spectacles par an. Peut-être que Muriel, on peut répondre aux questions? Du coup, il reste. La plupart des questions en fait ont été déjà traitées. Euh, donc, combien de places à chaque fois que vous ouvrez le concours? Et on reviendra sur la question, effectivement, qu'il n'y a pas de concours pour la rentrée 2025, mais la prochaine rentrée sera donc en 2026. Tout à fait. Donc, on ouvre 18 places au concours. Donc, à chaque, Voilà, on peut recruter moins, mais on peut recruter jusqu'à 18 candidats. 18 candidats, tout à fait. Donc, ce qui veut dire, donc, on avait des questions, des élèves qui sont actuellement en seconde. En première, il n'y aura pas de concours, mais en terminale, ils pourront présenter le concours. Tout à fait. Donc, les élèves qui sont en seconde, c'est bon. Les élèves qui sont en première, ils attendront un an. Voilà.
Donc, ils peuvent faire un CPES jazz en attendant, s'ils ne sont Voilà, pas déjà en CPES jazz. Et voilà, sachant il y a tout un réseau. Ouais, pardon, Marion. Non, je voulais dire, sachant qu'il faut avoir le bac. De toute façon, il faut avoir le bac pour se présenter au PSPBB. Et aussi peut-être dire que c'est quand même la seule école supérieure en jazz en France, donc qui veut dire aussi un coût très très faible d'études pour un enseignement de très grande qualité, puisque c'est la spécificité des écoles supérieures, que ce soit le CNDC d'Angers, le CNSM de Paris, Lyon. Donc c'est quand même assez exceptionnel parce que voilà, c'est quand même aussi voilà, financé par l'État et aussi, je trouve important l'aspect transversalité, c'est-à-dire chant, danse, le fait qu'il y ait le département musique jazz qui est très actif. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que les places ne sont pas extensibles. Peut-être que on peut enchaîner avec Amélie Coster, qui est directrice de la pédagogie au CNDC d'Angers. Bonsoir Amélie. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, il y a des échos avec ce qui vient d'être dit à la formation du CNDC d'Angers, et puis aussi des spécificités. La première distinction, je dirais, c'est que le CNDC d'Angers est une formation exclusivement dédiée à la danse contemporaine. Voilà, c'est aussi une formation post-bac en 3 ans qui amène au diplôme national supérieur de danseur ou de danseuse. Donc, c'est le même diplôme délivré par le même ministère de la Culture qui est également en collaboration avec une université qui, dans le cas du CNDC, est l'Université d'Angers. Donc, il y a une double diplomation avec cette licence qui est délivrée par l'Université d'Angers. De la même manière qu'au PSPBB, on a complètement imbriqué les maquettes. Je le précise parce qu'il y a souvent une espèce de malentendu qui fait imaginer qu'il y aurait des cours pratiques au CNDC puis des cours théoriques à l'université. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'est pensé le cursus. C'est vraiment un cursus complet à plein temps qui imbrique différents types de savoirs qui nous semblent utiles pour de futurs artistes chorégraphiques. J'insiste sur ce terme parce que quand on a commencé à penser le programme de l'école, je reviendrai sur l'historique un petit peu du contexte, mais la maquette pédagogique actuelle, en fait, est pensée vraiment pour des artistes chorégraphiques, c'est-à-dire des personnes qui se destinent à être danseurs, danseuses et ou chorégraphes. Ça, c'est un constat qui est lié aussi beaucoup à la réalité du terrain professionnel aujourd'hui. Parce que les danseurs et les danseuses qui sont sur les scènes et qui travaillent en répétition avec les chorégraphes contribuent beaucoup aujourd'hui aux écritures de spectacles et les chorégraphes parfois continuent une activité de danseur, danseuse dans leur propre spectacle ou dans les spectacles d'autres chorégraphes. Donc, il nous semblait que c'était très important d'avoir des outils communs et d'avoir aussi ce temps-là de la formation pour expérimenter des choses et aussi peu à peu mieux savoir à quoi on se destine. Sachant encore une fois que ces deux activités peuvent être tout à fait concomitantes toute la vie. Voilà, pour vous donner un peu plus d'éléments sur le contexte, l'école du CNDC, elle est ancienne parce qu'elle a été créée en 78 et elle est aujourd'hui hébergée dans ce qui s'appelle un centre chorégraphique national. Il y a 19 centres chorégraphiques nationaux en France et ce sont des institutions qui sont aussi publiques, donc financées par le ministère de la Culture, qui ont vocation, qui sont toujours dirigées par des artistes chorégraphes, parfois par des collectifs d'artistes dans certains cas. À Angers, le CNDC est dirigé par un chorégraphe depuis 2020 qui s'appelle Noé Soulier, qui est un jeune chorégraphe qui a 35 ans, qui a pris la direction avec Marion Colletter, qui elle n'est pas chorégraphe, mais qui est sur la direction adjointe et qui s'occupe beaucoup de la programmation, parce que dans un centre chorégraphique, il y a donc une activité principale de création, à savoir les œuvres du directeur ou de la directrice qui sont produites, répétées dans le centre chorégraphique et puis qui partent après en tournée. Il y a une activité de programmation, donc des spectacles programmés sur les scènes pour le public. Il y a une activité intense de médiation, c'est-à-dire énormément d'ateliers proposés au public, d'interventions dans des écoles, de collaboration avec des institutions locales pour faire découvrir la culture chorégraphique au public. Et puis, au CNDC d'Angers, il y a cette particularité qu'il y a aussi une école, donc cette formation dont je vous parle. Ce n'est pas le cas dans tous les centres chorégraphiques. Il y en a un autre qui a une formation, mais qui est une formation de master, qui est à Montpellier.
donc qui, elle, est accessible après un premier cycle. Donc ça, c'est une richesse de l'école du CNDC parce que du coup, l'école est au cœur d'un centre chorégraphique et donc au cœur, en fait, du milieu professionnel déjà. Donc, vous rentrez à l'école et puis dans le studio d'à côté, il y a une compagnie qui répète sa prochaine création. Le soir, il y a un spectacle dans l'une des 2 salles de représentation, qui sont une salle de 900 places, une salle de 400 places. La programmation de spectacle fait partie intégrante du cursus. Et il se trouve qu'en plus, ce centre chorégraphique partage un grand bâtiment à Angers avec le Centre dramatique national, qui est à peu près le pendant du centre chorégraphique pour l'art dramatique. Et qui assure, lui, les mêmes missions plutôt tournées vers le théâtre. Donc, ça fait une profusion, en fait, d'activités artistiques dans le champ des spectacles vivants qui est porteuse et riche pour les étudiantes et les étudiants. Le contenu du projet, on l'a pensé en 4 axes principaux, c'est-à-dire le programme pédagogique qui sont déployés sur les 3 ans. Il y a un premier axe qui est ce qu'on appelle les pratiques chorégraphiques. Ça, c'est peut-être le plus évident pour vous toutes et tous, c'est-à-dire des cours de technique et de pratiques corporelles, évidemment danse contemporaine, mais aussi en danse classique ponctuellement. Pourquoi pas de temps en temps danse jazz et puis des pratiques plutôt somatiques, du yoga, du pilate, du jiu-jitsu brésilien, en tout cas des manières comme ça de mélanger des pratiques et d'acquérir une connaissance de plus en plus fine de son corps et des possibilités qu'il a et de ce qui convient le mieux à chacun pour les déployer. Et puis des ateliers chorégraphiques, donc qui sont menés par des chorégraphes qui sont aujourd'hui très actifs ou actifs sur les scènes contemporaines internationales. Euh, et ou des danseurs, danseuses qui travaillent régulièrement avec des chorégraphes et qui viennent enseigner des répertoires qui ne sont pas forcément les leurs. On a décidé, parce que bien sûr, la danse contemporaine, c'est infiniment large. Il y a peut-être autant de danse contemporaine que de chorégraphes contemporains. C'est difficile à circonscrire. Donc, il faut faire des choix et donc, c'est jamais exhaustif. Donc, sur ce qui serait peut-être les répertoires les plus emblématiques, on avait décidé avec Noé Soulier de se concentrer surtout sur les répertoires depuis les années 70. Donc, on remonte pas, ça veut pas dire qu'on n'y fait pas référence, évidemment, parce que ça fait partie de l'histoire de la danse, mais on est moins sur des pratiques du début du 20e. On commence plutôt à partir des années 70 et il y a 2 axes forts qui sont le répertoire de Trisha Brown et le répertoire de William Forsythe, qui sont travaillés régulièrement au cours des 3 ans. Et puis le reste, c'est apporté par les chorégraphes invités qui viennent partager leurs pratiques et aussi leurs recherches, puisque évidemment la danse contemporaine, c'est en recherche permanente, c'est un terrain d'expérimentation aussi. Cet axe-là qui est très fort à l'école du CNDC, l'expérimentation, il est renforcé par le fait qu'il n'y a pas de professeur permanent à l'école du CNDC, donc on invite en fait des danseurs, danseuses, chorégraphes, mais aussi des chercheurs et chercheuses universitaires, des artistes d'autres champs pour mener des ateliers. Et le gros de notre travail avec Noé, c'est que ce soit pas simplement une addition de masterclass pendant 3 ans, mais que tout ça fasse sens et que petit à petit, au fil des 3 ans, vous arriviez à faire des liens entre les différentes propositions et à sortir de là le plus outillé possible pour renouveler la danse contemporaine, puisque ce sera à vous, après, en sortant de l'école, d'inventer et de contribuer aux spectacles qui occuperont les plateaux. En tout cas, on le souhaite aux étudiantes et étudiants qui passent par chez nous. Le deuxième axe, après ce premier axe de pratique chorégraphique, c'est un axe qu'on a appelé de composition et de création. Donc, bien sûr, on ne peut pas enseigner la création, mais on peut en revanche proposer des outils pour comprendre qu'il y a quand même des processus d'écriture possibles, pour arriver à les repérer aussi quand on voit une œuvre, pour essayer de comprendre comment elle a été faite, non pas pour appliquer une recette, mais pour s'aguerrir en fait à des tentatives et à des écritures qui peuvent être inspirantes pour les travaux personnels ou les travaux que vous traverserez en tant qu'interprète plus tard. Cet axe de composition et de création, il est beaucoup nourri par des artistes qui ne sont pas forcément du champ chorégraphique. Il y a évidemment des chorégraphes, mais il y a aussi des gens qui peuvent venir du chant du théâtre, de la musique contemporaine, de la littérature, voilà, des gens qui permettent aussi effectivement, de voir comment on peut composer dans le champ de l'art sans forcément avoir immédiatement la tentation de copier-coller cette méthode-là, puisque elle n'est pas forcément copiable ni collable.
Et évidemment, ça donne aussi une richesse disons, une culture générale artistique un peu plus ouverte que le seul champ chorégraphique. Le troisième axe, c'est ce qu'on a appelé les analyses croisées artistiques et théoriques. Donc là, on invite beaucoup justement de chercheurs et chercheuses, non pas pour que la théorie, parce que c'est souvent comme ça qu'elle est imaginée, vienne nous expliquer ce qui se passe sur les scènes ou décrypter ce qui se fait sur les champs artistiques, mais plutôt pour essayer de mettre en parallèle ce qui peut se passer sur les scènes aujourd'hui et ce qui peut se passer dans la recherche universitaire aujourd'hui, et comment ces propositions-là, ces recherches-là, ensemble, nous aident à décrypter le monde tel qu'il est. Donc, c'est aussi l'occasion d'essayer de réfléchir aux grands enjeux du monde contemporain, qui peuvent être aujourd'hui la question du genre, la question du climat, des questions comme ça dont les artistes ont souvent aussi envie de s'emparer, parce que souvent on a envie d'être artiste parce qu'on a quelque chose à dire. C'est quand même une parole publique de se destiner à un métier artistique. Et donc, il nous semble que c'est important aussi d'avoir quelques outils pour essayer de comprendre bien au-delà du studio, bien au-delà du centre chorégraphique, bien au-delà de la ville même dans laquelle on étudie, ce qui se joue collectivement et comment on peut prendre sa place. Donc, c'est un peu le but de cet axe-là, de cette session-là, qui donne aussi des outils un peu pratiques de rédaction, d'analyse, qui sont utiles dans plein de secteurs différents. Et puis, le quatrième axe, c'est celui qu'on a appelé contexte de production et de communication. Donc, l'idée est de aussi vous donner des informations sur le monde professionnel tel qu'il existe aujourd'hui, la façon dont on peut produire un spectacle, dont on peut intégrer une compagnie, dont on peut créer une compagnie. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail? Comment on utilise aujourd'hui les outils de communication? Et on essaye aussi, et surtout parce que c'est très vrai pour celles et ceux qui auront envie de créer des pièces, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, mais de certaines et certains, comment on peut faire de ces enjeux de production et de communication des enjeux aussi créatifs, et donc pas simplement, là encore, appliquer l'existant, mais aussi peut-être le critiquer, peut-être le transformer. Comment aujourd'hui on peut produire des spectacles de manière plus écologique? C'est une question qui est très vive aujourd'hui dans le milieu culturel, qui est très importante. Alors, sans doute, il faut changer des pratiques existantes. Donc, il faut à la fois savoir ce qui se pratique et puis avoir peut-être la curiosité, l'inventivité de bouger ce qui fonctionne aujourd'hui, pas de manière idéale. Il y a de quoi faire. Donc, voilà, on essaie de vous proposer tous ces outils-là. Et puis, bien sûr, il y a des projets de création. Les étudiantes et les étudiants sont aussi régulièrement sur les scènes du centre chorégraphique, puisque c'est un lieu de diffusion de spectacles, mais aussi parfois d'autres scènes. Et on essaye aussi beaucoup de monter des collaborations avec d'autres écoles. On l'a fait déjà avec le Conservatoire de Paris, avec le Conservatoire de Lyon. On a des projets avec Parts à Bruxelles, qui est une école de danse contemporaine aussi. C'est toujours très riche. On essaye aussi de faire des collaborations avec des écoles d'art, mais qui ne sont pas forcément des écoles d'art chorégraphique. Les étudiants ont travaillé là cette année, ils ont fait un projet avec des étudiants des Beaux-Arts d'Angers. Ils sont partis à Berlin en décembre dernier, ils ont travaillé avec des étudiants scénographes et costumiers. Et ça, c'est aussi souvent assez riche. Et puis, ça nous semble d'autant plus important qu'à l'école du CNDC, il y a une seule promotion d'étudiants. Donc, il y a un groupe de 20 qui va être là 3 ans et il n'y a qu'une seule promotion à la fois. Donc, c'est une toute petite école dans un grand bâtiment. Et il y a des auditions une année, du coup, sur 3. Et il se trouve qu'il y a eu des auditions cette année. Peut-être que certaines et certains d'entre vous ont candidaté. Peut-être que certaines et certains ont été présélectionnés pour l'audition qui aura lieu au mois de mai. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, la prochaine étape est dans 3 ans. Et vous y serez les bienvenus, puisque on recrute des étudiants a priori post-bac, mais il n'y a pas de limite d'âge supérieur. Pour être tout à fait honnête, au-delà de 28, 29, 30 ans, ça n'a plus forcément beaucoup de sens aussi pour le groupe. Mais pour vous donner une idée, la promotion actuelle, donc, qui sera diplômée en juin, quand les étudiantes et étudiants sont entrés à l'école, ils avaient entre 18 et 29 ans. Donc, il y a un spectre assez large d'âge qui, je crois, fait la richesse du groupe. Mais ça, il faudrait que vous en parliez avec eux pour vérifier qu'ils ont le même avis. C'est en tout cas ce qu'on a senti et plutôt les retours qu'on avait. C'est aussi un groupe d'étudiants très international. Là, pour la promotion actuelle, je crois qu'il y a 7 nationalités. Il y a des étudiants qui viennent d'Israël, du Brésil, du Burkina Faso, d'Ukraine, du Japon. Et ça, c'est aussi hyper précieux
pour se nourrir aussi d'autres parcours avant d'arriver à l'école, d'autres références culturelles, d'autres manières de penser le geste artistique, la position d'artiste. Donc c'est pas forcément simple parce qu'évidemment, on se retrouve tout à coup dans un groupe qui va vivre un peu en autarcie pendant 3 ans et qui n'a pas forcément que des références communes. Mais ça se travaille aussi, cette vie en collectivité. Et quand ça prend, c'est assez formidable. Les intervenantes et intervenants sont aussi très internationaux. Donc le monde extérieur vient aussi au CNDC et apporte cette ouverture sur l'extérieur. Pour ce qui est des modalités d'audition, je vous le dis maintenant, alors il se peut que ça bouge un petit peu dans 3 ans. On a toujours le temps de réfléchir. Et puis une école, c'est jamais figé, donc les choses pourront bouger. Je vous invite à vérifier les conditions d'inscription si ça vous tente de candidater dans 3 ans. Tout sera évidemment mis en ligne sur le site, mais pour vous donner une idée, cette année, il y avait donc une première étape qui se faisait en ligne, où on demandait aux étudiants de nous envoyer une vidéo de danse d'1 minute. Libre, c'est-à-dire ça pouvait être un extrait de répertoire, une improvisation. On demandait simplement de préciser ce dont il s'agissait. Une présentation en vidéo, c'est-à-dire une espèce de lettre de motivation, mais faite oralement, pour qu'on vous voit et qu'on vous entende parler. Une petite réflexion écrite à partir d'une citation. Et puis un questionnaire je dirais plus administratif qui explique aussi ce que vous avez comme pratique de danse, parce que comme le PSPBB, le prérequis, c'est 3 ans de pratique de la danse. C'est une formulation assez générale. Et en fait, voilà, effectivement, il y a peu de chances que vous soyez pris à l'école du CNDC si vous avez jamais dansé. Ça va se voir. Mais 3 ans, ça veut aussi un peu tout et rien dire. Si on a fait 3 ans très intensifs, peut-être qu'on a plus pratiqué que des gens qui en ont fait 10 ans avec moins d'intensité. Donc on reste, en fait, c'est aussi une richesse de rester dans cette formulation générique parce que le plus important, c'est peut-être l'envie qui va vous mener là, l'envie qui va vous porter à candidater à cette école qui est singulière, comme toutes les autres écoles sont singulières. Donc, bien sûr, il faut une aisance en danse, mais au cours de la présélection puis de l'audition, on essaye d'observer un ensemble d'éléments. Donc, quand on est présélectionné ensuite à l'audition qui dure 1 jour et demi pour chaque groupe, il y a 4 groupes, vous allez avoir un cours de classique, un cours de contemporain, une expérience d'atelier théâtre, un temps avec quelqu'un qui va plutôt vous faire écouter de la musique et puis réagir dessus, présenter des solos, commenter en 1 minute le solo de quelqu'un d'autre. Enfin voilà, on essaye de placer les candidates et candidats dans des situations assez variées et puis de déceler, c'est un exercice complexe, mais de déceler effectivement ce potentiel pour la suite. C'est toujours très imprécis, donc ne pas être retenu à une audition, celle-là ou une autre, ça ne veut jamais dire qu'on n'a pas sa place dans le champ artistique, certainement pas, mais ça veut dire que, bon, voilà, cette fois-ci, d'autres ont paru plus évidents à choisir. Et donc, à la fin de l'audition qui aura lieu au mois de mai cette année, on fera ce groupe de 20 personnes qui sera avec nous pendant 3 ans. Amélie, Là, je pense que j'ai dit l'essentiel. je me disais, Amélie, peut-être que du fait que le CNDC est la seule école qui soit dirigée par un chorégraphe, qui soit adossée à un CCN, quelle porosité, enfin, je veux dire, dans quelle mesure les étudiants, bien sûr, comme il y a un CCN, il y a des studios où les compagnies travaillent, cette proximité, il y a plein de spectacles, plein de programmations. Est-ce qu'il y a aussi un lien avec la compagnie ou, je ne sais pas, où est-ce que il y a un peu du travail de Noé Soulier régulièrement, entre autres, parmi plein d'autres artistes. Voilà, Alors oui, c'est une bonne question, effectivement. Alors d'abord, Noé, il est très présent dans la réflexion du programme et on co-compose en permanence, on échange beaucoup, Noé et moi, pour penser ce programme et essayer en permanence de l'améliorer. Il y a une autre personne clé dans l'équipe que j'ai pas encore nommée, qui s'appelle Marc Lorimer, qui nous a rejoint il y a 3 ans à l'arrivée de la promotion actuelle, qui est danseur, qui est un immense danseur, qui a beaucoup travaillé notamment avec Anne-Theresa de Kersmaker et qui est vraiment là qui est pas là en permanence. Je digresse, mais je vais revenir à ta question, à Marion, et qui est là plutôt pour suivre les étudiants d'un point de vue technique, donc il vient à peu près l'équivalent de 10 semaines dans l'année
il passe du temps en studio, il donne des classes et il aide aussi les étudiantes et étudiants à progresser sur le plan technique. Et il nous aide avec Noé à réfléchir à ce programme et à essayer toujours de l'affiner. Donc, je dirais que c'est la première intention et c'est le rôle de directeur de Noé, c'est de donner une direction à cette école et à ce programme pédagogique. Et après, bien sûr, il intervient à l'école, mais je dirais, et on y est assez vigilant, il intervient au même titre peut-être qu'un autre chorégraphe. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas une académie Noé Soulier, et c'est très important que l'école soit à l'image de la diversité des écritures d'aujourd'hui. Mais bien sûr, il est là et il mène généralement au moins un atelier ou un projet de création avec les étudiants. Avec la promotion actuelle, l'année dernière, il y a eu un gros projet commun avec les étudiants du Conservatoire de Paris, qui était donc chorégraphié par Noé, avec certains et certaines danseuses de la compagnie qui ont assisté pour les répétitions, qui ont assisté Noé, puis qui ont transmis une partie du matériel chorégraphique. Et ça a été présenté à Paris dans le cadre du festival d'automne au Carreau du Temple. Donc ça a pris une assez longue partie en fait du programme de l'école. C'est un projet qui a duré peut-être 4 ou 5 semaines, j'ai un petit doute maintenant. Donc voilà, il est là, et puis il est aussi là en répétition, et puis il est aussi là régulièrement on le croise dans les couloirs, il n'est pas là tout le temps, parce qu'il est aussi beaucoup en tournée. Mais ça veut dire que c'est aussi évidemment un interlocuteur un peu privilégié que les étudiantes et étudiants peuvent solliciter sur des questions spécifiques. Et bien sûr, ils sont plus familiers peut-être de son répertoire que de certains autres chorégraphes. Il y a peut-être une petite chose, parce que ça m'y fait penser, qui est, je crois, très importante à l'école du CNDC, c'est que cette profusion d'invitations et de cohabitation avec des gens qui viennent présenter des spectacles ou les répéter, fait que les étudiants sortent quand même avec ce fameux réseau, qui est un terme aussi un peu étrange et dont on ne sait pas très bien à quoi il renvoie. Mais en tout cas, en fait, quand on entre à l'école du CNDC, on entre déjà sur le terrain professionnel et on fait des rencontres qui seront peut-être les rencontres qui nous accompagneront, qui seront notre premier projet professionnel à la sortie de l'école. On le voit là avec la promotion actuelle sur... là, maintenant, il y a 18 étudiants parce qu'il y en a 2 qui ont arrêté en cours à la fin de la première année. Et sur les 18, je crois qu'il y en a 10 aujourd'hui qui ont déjà des projets professionnels, dont une partie, en fait, se sont confirmés après des ateliers communs faits à l'école avec des chorégraphes qui, un an après, on dit, toi, et je me souviens de toi, c'était super quand je suis venue à l'école enseigner, je fais une création, est-ce que ça t'intéresse? Donc, c'est aussi, c'est exigeant pour les étudiants parce que ça veut dire qu'en fait, on est aussi un peu tout le temps peut-être pas en audition, mais en tout cas en collaboration. Donc, c'est aussi extrêmement excitant, je crois, parce qu'il y a ces multiplicités de rencontres. En fait, elles viennent donner un socle à une vie professionnelle qui débute déjà. Ça, c'est aussi une spécificité, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre? Oui, alors il va y avoir des questions. Alors, il y a une question un peu générale. Mais déjà, est-ce qu'il y a un campus au CNDC? Où est-ce qu'on loge quand on est à Angers? Alors, il n'y a pas de logement au CNDC, mais exactement comme le PSPBB, puisque vous êtes étudiant de l'université, vous disposez aussi des services universitaires. Donc, ce qui s'appelle le CRUS, c'est-à-dire un dispositif d'aide. Alors, c'est en fonction des revenus, de vos revenus propres, des revenus des parents, mais il peut y avoir des aides et au logement et aux revenus pour que vous puissiez suivre vos études, parce que c'est aussi une formation à plein temps, le CNDC. Donc, il est possible d'avoir des petits boulots le soir, mais c'est quand même très prenant. Donc, vous avez des aides du Crous, et puis après, il faut effectivement se débrouiller pour se loger si vous ne bénéficiez pas d'une aide du Crous. C'est pas facile de se loger à Angers. Ce qui se passe dans les faits, c'est que souvent, comme il y a une promotion sortante, les étudiants qui vont arriver se mettent vite en contact avec ceux qui s'en vont parce que tous ne restent pas à Angers. Et donc, il y a des passages d'appartements qui se font voilà, par ce biais-là, un peu directement. Mais il n'y a pas de logement. Voilà. Donc, nous, c'est pas un campus, mais vous verrez si vous allez sur Internet, le grand bâtiment qui s'appelle Le Quai, qui héberge donc le centre chorégraphique et le centre dramatique, donc le CNDC et le centre dramatique. C'est un grand bâtiment, mais c'est un bâtiment de travail et de programmation. C'est pas un bâtiment comme un campus universitaire. L'université a un campus, par contre. Mais il n'y a pas énormément de cours du programme qui se passe à l'université. C'est majoritairement les cours de langue. En revanche, vous pouvez absolument bénéficier, et c'est une ville très, très étudiante, Angers, donc vous pouvez absolument bénéficier de la vivacité d'une vie d'étudiante et du campus universitaire.
Et je me disais, Amélie, peut-être préciser le nom de la licence. Alors, c'est une licence art, parcours danse. Et de la même manière que le spécifiait Nathalie pour le PSPBB, en fait, on est mentionné sur Parcoursup, mais le recrutement ne se fait pas via Parcoursup. Donc, même vigilance, dans 3 ans, quand il y aura à nouveau des auditions, il faut se renseigner à l'automne pour se préinscrire généralement avant décembre ou janvier. Et puis, si vous êtes choisi pour la présélection, alors vous venez à l'audition au printemps. Mais n'attendez pas la clôture de Parcoursup parce que c'est trop tard. Mhm. Donc, si je comprends bien, pour Angers, on est sur des périodes d'inscription qui sont plutôt novembre-décembre ou Cette année, je crois qu'on octobre-novembre. a ouvert les inscriptions, je le fais de mémoire. C'était ouvert jusqu'au 28 janvier, on a dû ouvrir courant novembre. D'accord. Et donc donc parce qu'effectivement le sujet du fait que l'école de danse contemporaine pardon n'est pas n'ouvre qu'une fois tous les 3 ans. Du coup effectivement on a une question qui est mais du coup qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas d'audition pour les diplômés, enfin ceux qui vont sortir en 2025 des conservatoires, on va dire. Et qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont le bac en fait en 2025? Qu'est-ce qu'ils Alors, font en fait effectivement, il n'y aura entre pas les deux? d'intégration. Il y a pas en fait, il y a eu une période, il y a eu plein de périodes de l'école du CNDC. Il y a eu une période où il y avait deux promotions en même temps. Il y a eu des périodes où les premiers cycles étaient plus courts. Il y a eu des périodes avec des masters. Enfin, ça a beaucoup, ça évolue tout le temps. Quand on est arrivé, il y avait deux promotions à la fois et on a eu le sentiment. Alors d'abord, on a le projet d'ouvrir un master, mais on n'a pas encore de date d'échéance. Donc le jour où il y aura un master, ça fera aussi deux promotions en même temps, avec des niveaux différents. Mais là, on a gardé une seule promotion parce qu'on trouvait qu'avec que pour bien bâtir un programme, qui est quand même beaucoup de travail puisque ce sont des invitations en permanence qu'il faut renouveler, repenser. Aussi pour avoir la possibilité d'avoir suffisamment de studios, suffisamment d'espace pour bien travailler. On trouvait que deux promotions à la fois, c'était beaucoup et qu'on aurait du mal à faire bien. Donc, ça a été une grosse réflexion parce que, en effet, du coup, les étudiantes et étudiants qui vont avoir le bac l'année prochaine ou l'année d'après ne pourront pas intégrer le CNDC tout de suite. Néanmoins, encore une fois, et il y a plein d'étudiants qui rentrent à 22 ans. Et c'est même un âge où souvent c'est des candidatures assez solides parce qu'entre-temps vous aurez fait plein de choses et vous serez aussi riche de ces expériences-là. Voilà, il y a aussi bien sûr Nous, on est la seule école qui ne fait que de la danse contemporaine, mais il y a des cursus, et je vois qu'Edmond est là, contemporains au CNSM de Paris et au CNSM de Lyon, donc vous pouvez quand même candidater. Puis il y a des écoles, alors c'est peut-être moins évident tout de suite et à vos âges, mais il y a aussi des écoles formidables en Europe qui peuvent tout à fait et qui sont ouvertes aux candidatures. Je pense notamment parce qu'elles ont des fonctionnements assez proches des nôtres, à Parts, à nouveau à Bruxelles ou à la manufacture à Lausanne, par exemple. C'est des écoles qui accueillent aussi post-bac et qui ont des auditions qui sont décalées par rapport aux nôtres. Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai c'est important de regarder au niveau de l'Europe, en fait. Et voilà. Et que parfois, il y a même des étudiants qui passent d'une école à l'autre. Oui, tout à fait. Petite question, est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes à Alors, Angers? non, on avait hésité, mais on n'a pas fait de journée porte ouverte pour plein de raisons. Mais en revanche, effectivement, le quai, c'est un lieu public, donc c'est possible de venir voir en tout cas les bâtiments. Les lieux, la ville, sans avoir besoin qu'il y ait une journée porte ouverte. Et puis après, il y a les infos principales sur le site et les rendez-vous publics dans lesquels se produisent les étudiants sont évidemment annoncés sur notre site. D'accord. Et alors, on a une question qui, je pense aussi, est valable pour le PSPPB et peut-être pour le PSND si c'est pour les postes, pour les licences, en fait, pour ceux qui sont en licence. Effectivement, on s'inscrit hors Parcoursup à vos concours, mais on doit inscrire normalement le vœu Parcoursup ou pas vers la licence spécifique de vos parcours. Est-ce que c'est ça ou est-ce que ce n'est pas ça, que ça soit pour le jazz ou pour Angers? Alors, peut-être je réponds pour Angers. Ouais, En fait, comme il y a une double inscription au CNDC à l'université, l'inscription à la licence passe par Parcoursup, effectivement. Mais comme c'est un seul diplôme, si vous étiez inscrit que à la licence, en fait, vous pouvez pas rentrer au CNDC, vous pouvez pas faire le cursus parce qu'il n'existe que dans cette conjonction des deux cursus.
Donc, il y a quand même un vœu, en effet, à formuler sur Parcoursup, mais qui ne sera d'une certaine manière validé que si vous réussissez l'audition du CNDC. Mais donc, on le fait dans un deuxième temps parce qu'en fait, effectivement, il y a un décalage. Il y a un Parcoursup n'ouvre décalage. qu'en janvier, y compris pour les réorientations, etc. Et donc, on commence par s'inscrire pour les concours. On commence par s'inscrire à la Et présélection du CNDC, c'est ça. complètement hors Parcoursup. On peut trouver les infos sur Parcoursup. On les trouve de façon un peu plus détaillée sur le site du CNDC. On s'inscrit sur Parcoursup pour la licence. On a les résultats de la présélection à peu près au même moment. Et puis, si on a été choisi à la présélection, on passe l'audition. Mais là, par exemple, pour celles et ceux qui auraient fait un vœu sur Parcoursup cette année, ils ont eu les résultats de la présélection avant la clôture de Parcoursup. Donc, s'ils n'ont pas été sélectionnés, ils peuvent enlever le vœu de la licence à l'université et éventuellement en mettre à jour un autre, puisque du coup, le vœu est caduc s'il n'y a pas de présélection. Alors, pour le PSPBB, on est en lien avec donc l'administration du 2 Paris 8 et on indique à l'université Paris 8 en fin de première année quels seront les étudiants du pôle qui entreront à Paris 8. Donc ça ne passe pas par Parcoursup. Par contre, ça peut être très intéressant de suivre cette licence à Paris 8. Donc, par exemple, je sais pas, on candidate au pôle, mais on n'est pas reçu cette année-là. Ça peut être intéressant de suivre ce parcours à Paris 8 en parallèle d'une pratique aussi de danse sur la région parisienne ou dans un conservatoire. Voilà. Mais il n'y a pas d'inscription à faire sur Parcoursup. Parcoursup renseigne sur le cursus, mais il n'y a pas ici à inscrire, même pour l'inscription en licence en deuxième et troisième année. Après, c'est des choses qui peuvent évoluer, hein, toutes ces Toutes ces démarches procédures. Mm. administratives, processus, etc. Donc, faut vraiment voilà, remettre à jour et se renseigner l'année où on s'inscrit au concours. Très bien. Merci. Je crois Voilà. qu'on peut. Merci, Amélie. Merci à vous. Je dois filer, mais je vous souhaite une D'accord. bonne suite de soirée et un beau parcours à toutes et tous. On va continuer Allez. avec Paola Cantalupo, qui est directrice artistique du pôle supérieur national de danse à Cannes. Bonsoir, Paola. Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, on va parler de cette école, mais évidemment, comme on propose tous un DNSP, un diplôme national supérieur de danseur, on a des spécificités, mais aussi des choses voilà, qui se réunissent. En plus, je dois souligner le fait que entre les 6 écoles supérieures, on a vraiment beaucoup d'échanges. On se retrouve une fois par an pour justement, ou même plus, pour échanger sur plein de sujets, évidemment, mais aussi l'évolution vraiment de ce que c'est la danse aujourd'hui. Juste un petit anecdote. On a pu se retrouver tous ensemble au Festival de danse de Cannes cette année en novembre, enfin 2023. Les 5 des 6 écoles supérieures, on a pu présenter un spectacle tout ensemble et participer à une performance avec tous les élèves des 5 écoles et c'était très voilà, intéressant d'avoir cette rencontre et ces échanges entre ces jeunes étudiants. Le pôle national supérieur de danse Rosella Hightower à Cannes et à Mougins. Évidemment, c'est une école qui a une longue histoire parce que ça a été fondé par Rosella Hightower en 1961, donc 60 ans d'expérience dans la formation des danseurs. C'est un campus dédié à la danse avec
qui est basé à Mougins, avec des facilités, des nouveaux studios, un internat avec 100 lits, une cantine, des salles de classe. Tout est voilà, dans le même campus. Et on a la chance d'avoir à côté un nouveau théâtre, le Scène 55, chose qui est très évidemment intéressant pour nos étudiants parce qu'ils peuvent suivre une belle programmation qui propose un danse, mais aussi un musique, un théâtre, un marionnette. Donc, c'est vraiment quelque chose de très riche voilà, pour nos étudiants. On propose une gamme de formation dès les enfants jusqu'à la formation continue adulte. Donc, il y a à peu près 200 élèves en permanence. Et, et justement, dans le cursus d'études, on propose une scolarité de la 6e à la terminale. Avec la venue des professeurs du Centre international de Valbonne, le CIV, sur le campus. Donc, une facilité dans le planning de leur journée, parce que c'est quand même un double cursus avec le lycée et le collège, parce qu'ils commencent voilà, un 6e. Donc, Juste, Paola, Valbonne, c'est quoi Valbonne? Centre international de Valbonne, c'est le nom du lycée D'accord. qui est voilà, avec qui on a un partenariat, mais on a la chance que le professeur vient sur place. Donc, la scolarité, elle est intégrée. Donc, le PNSD délivre 2 diplômes nationaux, le DNSP, en 3 ans, avec la dernière année de formation sous forme de compagnie junior et le diplôme d'État, professeur de danse, dans les 3 options. Je sais que vous avez parlé du diplôme d'État dans une autre réunion, mais bon, ça fait partie de notre réalité. Donc, aussi une belle synergie entre les Ouais, je te étudiants. rappelle tout à l'heure, je vais voir ce qu'il en est. À tout à l'heure. Avec voilà, une belle synergie entre les étudiants. Une particularité que notre DNSP commence en terminale. Donc, voilà, c'est un peu décalé, un rapport. En fait, toutes les écoles sont un petit peu différentes, je dois dire. Vous verrez avec les 2 conservatoires et l'Opéra de Paris aussi. Voilà, il y a vraiment un décalage entre les âges des étudiants. Donc, notre ambition est de former des danseurs polyvalents, capables de répondre aux exigences des chorégraphes et des directeurs de compagnie d'aujourd'hui. La formation de DNSP est basée sur la complémentarité des techniques classiques et contemporaines pour apporter aux étudiants des outils qui leur permettent de définir leur personnalité artistique et les préparer à l'insertion professionnelle dans la grande diversité de ces écritures chorégraphiques. C'est aussi l'unique CFA en France, centre de formation par l'alternance. Donc, la dernière année de formation peut être faite par la voie de l'apprentissage. Et on a un partenariat avec les compagnies, 3 compagnies en région, le Ballet national de Marseille, le Ballet Préjocage et le Ballet de l'Opéra de Grand Avignon. Donc, on a un groupe d'une vingtaine d'apprentis qui ont un contrat évidemment avec les compagnies, mais avec le CFA aussi, avec le pôle. Et que sont en alternance et on va les suivre pendant un tiers, plus ou moins, de leur année, hein, c'est à peu près 10-12 semaines. Et tout ça s'est fait sur les lieux de travail, que ce soit Aix ou Marseille.
On donne une attention particulière à la santé du danseur avec un pôle santé et une coordinatrice santé dans l'école, un contact permanent avec les professeurs, les élèves et les familles. Et puis une équipe de thérapeutes dédiée à la danse. Donc, nous proposons aussi des formations sur la santé du danseur régulièrement ou des événements comme des summer schools qui sont organisés, voilà, surtout sur le thème de la santé du danseur. Nos étudiants en deuxième et troisième année ont dans leur programme des stages en compagnie. Et le réseau des compagnies est national, mais aussi international. Et c'est une démarche qu'ils font eux-mêmes de chercher justement la compagnie pour passer 2 semaines de stage. Chaque année, on a une période où on organise, enfin, c'est dédié à ce moment important. Et ça, c'est un DNSP2 et un DNSP3. Donc, ils ont 2 occasions pour voilà, choisir aussi les différentes compagnies, peut-être, pour connaître mieux voilà, le monde professionnel. Nous avons un partenariat avec l'Université de Nice. Nous sommes devenus, depuis janvier 2024, établissement composant justement de l'Université Côte d'Azur. Avec qui nous préparons nous participons à des projets de recherche et nous avons créé une formation continue, formation dans santé et vieillissement. C'est un DU qui se fait depuis 3 ans et est partagé voilà, dans la formation entre l'université et ce qu'on fait sur place. Nous proposons aux élèves la possibilité de développer leur créativité, évidemment, mais à travers des cartes blanches. C'est un spectacle que chaque année les étudiants ont, qui est dédié à la composition des pièces. Et ça, en fait, c'est une tradition de l'école depuis longtemps. Et même les élèves les plus jeunes, de moins du cycle préparatoire, ont cette possibilité avec un spectacle voilà, qui est sur scène avec un public. Donc, c'est un projet important dans l'année. Évidemment, suivi par leurs professeurs à travers des ateliers de composition et d'improvisation. Nous avons 2 auditions, une en avril et l'autre en juillet, et puis une à l'étranger, qui est depuis quelques années à Rome. Je peux peut-être après donner les dates, ou de toute façon, pour l'audition d'entrée, nous acceptons tous les candidats. Nous faisons une sélection sur place avec un cours classique et un cours contemporain avant la première sélection. Puis, après cette première sélection, on continue. C'est une journée d'audition pour entrer dans le cycle supérieur. Donc, il y aura un travail sur un répertoire classique, plutôt néoclassique et contemporain, assez varié. Et puis une sélection, une autre sélection. Et puis les derniers candidats sélectionnés pourront présenter un ou 2 solos, que ce soit plutôt classique et ou contemporain, à leur choix. Et ça terminera avec un entretien. Voilà, ça c'est
voilà, ce qu'on demande pour ces auditions. Tout est en ligne sur notre nouveau site Internet, qui n'est pas encore terminé, mais on est très fiers d'avoir un nouveau site Internet. Je me demandais, Paola, est-ce que vous pourriez préciser à quel moment s'articule l'alternance par rapport au DNSPD? Est-ce que c'est C'est après? la dernière année Derrière. de la formation. Donc, en D'accord. fait, par exemple, nos DNSP2, mais aussi ceux des autres écoles, peuvent se présenter à une des trois compagnies. Ça sera un choix plutôt des artistes, des chorégraphes, des directeurs de compagnie. Donc, c'est la Horde pour Marseille, c'est Angelin Préjocage pour Mhm. le Préjocage Ballet, et puis le nouveau directeur du ballet du Grand Avignon sera Martin Ariag. On a travaillé avec Emilio Calcagno voilà, cette année, mais l'année prochaine, le nouveau directeur, ce sera Martin Ariag. Donc, oui, et donc, la possibilité de faire la dernière année de formation du DNSP, l'année diplômante, Mhm. ou un canjon ballet, dans un junior ballet, qui, euh, qui est plutôt sur un répertoire assez varié. Voilà. D'accord. Et puis sur la possibilité de le faire en alternance avec une des trois compagnies. Et je me posais la question, Paola, dans les profils des élèves qui peuvent se présenter, c'est des élèves classiques ayant une pratique du contemporain ou une pratique ou des contemporains qui ont un très bon niveau en classique. On pourrait dire ça? Oui, on peut aussi, évidemment, oui, le profil de l'étudiant, il doit être très ouvert d'esprit parce qu'en effet, on va avoir une formation qui est très vaste. Mhm. C'est vraiment ce qu'on essaye de leur donner, c'est des outils, hein, comme je disais, des techniques différentes pour pouvoir vraiment répondre au monde chorégraphique d'aujourd'hui qui change très vite. Mais en effet, un profil de quelqu'un de curieux, ouvert d'esprit, adaptable, oui, avec des bonnes bases techniques, classiques et contemporaines, et un projet personnel identifié avec une maturité développée. Voilà, on a tout un euh, c'est pas le bon mot, désolé. Le système, voilà, un système pour les suivre et pour les accompagner dans leur projet personnel qui vraiment prend euh, toute la durée de la formation. Depuis les classes préparatoires, on va commencer à avoir des échanges avec eux pour clarifier leur projet, pour l'identifier, pour continuer voilà, à développer ce projet personnel parce que voilà, ce sera ça. Euh, donc, voilà, ça, c'est pour l'alternance et puis le profil de nos élèves. Je crois que oui, à part que bon, c'est important à ce point-là, l'insertion professionnelle est notre objectif prioritaire. Donc, comme je disais, il y a un accompagnement des étudiants euh, pour justement les préparer à ce grand pas et à se présenter aux auditions. Il y a un suivi, par exemple, pour le CV, pour préparer les photos et les Mhm. vidéos d'audition. Euh, il y a voilà, tout un dispositif qu'on essaye de mettre en place depuis voilà, la première année d'NSP et même des classes préparatoires. Par exemple, euh, on met en place aussi, à part les stages en compagnie, un voyage découvert avec l'accueil dans des compagnies de danse en Hollande pour qu'ils puissent, par exemple, connaître ce milieu. Euh, voilà, c'est
on a du coaching de groupe et individuel pour la préparation des auditions. Hmm. Et Mais puis, il y a quelqu'un qui demande si la filière générale au lycée, enfin, si le lycée, au lycée, est-ce que les élèves sont en S2TMD ou en filière générale? filière générale. Filière générale, ils font un bac Oui. général, d'accord. Et pour un élève qui, du coup, serait déjà en première S de TMD, comment fait-il? Il se présente, on voit déjà s'il y a les possibilités. Et puis, le CIV est très demandeur. Il regarde tous les bulletins, donc c'est vraiment un partenariat parce que ils sont très exigeants, mais c'est magnifique parce qu'on a des résultats extraordinaires, même avec des étrangers. On a beaucoup d'étrangers, comme c'est une tradition de l'école, évidemment. Donc, cette année, on n'a pas eu, on a eu que des mentions très bien, des mentions bien et une assez bien. Le reste, voilà. Donc, ils sont très, très exigeants dans ce sens et leur dossier sera étudié dans ce sens. Voilà. Euh, D'accord, oui, ils trouveront une solution, en fait. Ils peuvent oui. trouver une solution. C'est ça, complètement. Je voulais juste ajouter aussi que, par contre, je parle de la licence. Nous avons un partenariat avec l'Université de Toulon. Et justement, il y a cette ouverture vers les nouvelles technologies, car c'est une licence technique son image parcours intermédiaire à Toulon, qui est une licence professionnelle qui est faite en 2 ans, le DNSP 2 et 3. Ils ont un mémoire à la fin de DNSP 3, mais c'est justement très intéressant pour eux parce que c'est vraiment voilà, visé vers les nouvelles technologies associées au spectacle vivant. Donc, ils ont des projets de création avec les autres étudiants de l'Université de Toulon qui sont plutôt des compositeurs, plutôt que des artistes, voilà, des différents. Et donc, ils ont cette présentation de ces projets qui se font en groupe. Et ils sont en plein travail dans ces jours-ci. Euh, Est-ce qu'il voilà. est encore possible de s'inscrire, Paola? Oui. Alors, nos auditions, si je dis les dates, Ça peut hein, être bien, j'entends. absolument, elles sont là, toutes prêtes. Notre première audition en avril, alors, il y a l'audition pour danse-études, ça veut dire, en effet, le cycle préparatoire pour nous. Donc, ce serait la seconde, la première, même la troisième, seconde et première. Et ça, ce sera le samedi 27 avril. Euh, le le 4 mai, il y aura celle du cycle supérieur, le DNSP 1, 2 et 3 et le Kanjan Ballet. Puis on a l'autre audition en juillet. Ce sera pareil. C'est le 5 juillet, les classes préparatoires jusqu'à la première. Et le samedi 6 juillet, celle de DNSP. Voilà, après, on a, s'il y a des Italiens par hasard, il y a le 18 et 19 mai à Rome, là aussi. On a aussi une audition pour l'option, pour le DE, hein, pour le diplôme d'État, option classique, contemporain et jazz. Et ça, ce sera le 25 et le 30 avril, euh, pendant justement les vacances scolaires. Peut-être quelque chose qui peut intéresser ceux qui sont peut-être plus avancés et qui veulent se présenter dans, je ne sais pas, peut-être une deuxième année ou quelque chose du DNSP. Le répertoire de cette année du Kanjan Ballet, Rosella Hightower, a été, et pour les DNSP 2 en fait, il y a eu une création de Lukáš Timulak, qui s'appelle Amber, qui a été faite pour le festival de danse. Une création de Renato Zanella, qui était plutôt une création néoclassique, Momento di Felicità. Une autre création de Jean-Sébastien Collot, qui est plutôt classique, sur Mozart.
Une pièce qu'on a reprise, c'était une création il y a quelques années de Francesco Nappa, JSL, un duo en fait. On est en train de mettre sur scène le jeudi prochain une création de Francesco Curci, Do You Believe in Unicorns? On a une pièce de Didi Veldman, c'était une création faite pour nous, Terra. Une autre création de Francesco Curci, Génération IZ. Et ça, c'était le répertoire de cette année qu'on a pu présenter. Donc, ils ont à peu près une dizaine, quinzaine de spectacles dans la région. On va aussi une petite tournée en Italie. Voilà, ça dépend des années, évidemment, des opportunités qu'on peut avoir. Et puis, pour l'année prochaine, par contre, on a une création de Martin Ariag qui est présentée en fait en fin d'année cette année, mais ce sera dans le répertoire de l'année prochaine. On reprend Amber de Lucas Timulac, la création de Francesco Curci, et puis on a une création néoclassique en négociation. Et on présente aussi plutôt des duos, pas des deux, du répertoire classique, comme on va présenter jeudi prochain Don Quichotte, c'est le spectacle de l'école. Donc, on aura aussi le pas des deux de Don Quichotte dans le répertoire et puis d'autres choses. Mais voilà, pour donner une idée de qu'est-ce que c'est le répertoire varié. Et alors, je peux aussi dire que les classes sont normalement une quinzaine d'élèves par classe. Ça peut être un peu plus, un peu moins, mais c'est à peu près ça. Donc, ces 15 élèves, ces 15 danseurs, en dernière année, passent d'une pièce à l'autre assez facilement. C'est ça que, évidemment, mais après, on a des profils aussi un petit peu différents. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est un projet personnel qui est clair, identifié, et évidemment, voilà, on va les accompagner dans ça. Merci, Paola. On peut dire que les élèves qui auraient un peu des questions sur leur profil, ils candidatent et vous déciderez s'ils sont classiques, contemporains ou si, voilà, parce que, par exemple, je sais qu'il y a des élèves qui sont contemporains mais qui ne savent pas s'ils auront le niveau classique ou inversement. Mais je pense qu'à la sélection, est-ce qu'il y a un premier tour en vidéo? Non, Non. comme je disais, on accepte tout le monde D'accord. et on a une présélection avec un cours classique et un cours contemporain. Comme ça, tout le monde peut, voilà, évidemment, ça nous arrive aussi d'avoir vraiment quelqu'un qui a plutôt un profil contemporain, mais qui rentre dans les critères de notre, oui, de notre choix et de ce qu'on peut leur proposer avec notre formation. Et ça, évidemment, c'est le plus important parce que Ah, en fait, la question aussi, c'est du coup, c'est une formation globale. C'est pas une formation ou classique ou contemporaine. C'est une exactement. formation globale. Ouais. Donc ça, c'est important, effectivement. On a deux petites questions de précision sur le niveau d'entrée. Est-ce qu'on peut se présenter après le bac euh, ou est-ce qu'il faut entrer en terminale? Donc, où est-ce qu'on a bien deux concours différents? On n'a pas deux concours, on a 9 concours dans l'école. Ah, Sauf que on se présente et on voit, on essaye d'avoir vraiment le niveau de l'âge aussi, parce que c'est important. Après, pour les grandes classes, il y a évidemment des différents d'âge dans la classe, mais on a à peu près une cohérence voilà, dans l'âge des classes. Et en effet, on peut se présenter pour l'autre classe. Nous, on va les mettre dans l'audition qui répond à leur âge. Et puis après, on verra. Voilà, ça, c'est pour une sélection initiale, hein, évidemment, mais non, on n'a pas besoin d'avoir un bac. Pour la licence, euh, on a eu des étrangers qui n'avaient pas justement le bac français. Et il faut juste pouvoir comprendre le français. Et l'Université de Toulon nous donne une année pour arriver au niveau B1 pour pouvoir voilà, suivre assez bien les cours parce que la licence, les cours sont en effet
à Cannes à l'école et aussi à l'université. Ce projet des créations qu'ils font avec le groupe des autres étudiants est présenté à l'université. Donc, voilà. Et Et, peut-être oh, pardon. et une autre petite question qui est en fait une question là pour le coup organisationnelle. Pour la terminale, on a bien un internat Oui, j'ai dit au début pour qu'il y les a mineurs. Il y l'internat a de l'internat. Jean-Ly et le moment de l'audition, on demande déjà s'ils sont intéressés à être à l'internat ou pas, parce que après, évidemment, l'internat est plein. Donc, chaque année, il y a des roulements, évidemment, mais il faut, si on est intéressé, il faut voilà, le spécifier. Comme ça, on peut voilà, garder une place. Et c'était un ancien petit hôtel, donc c'est des chambres doubles avec voilà, salle de bain. Donc, c'est assez agréable. C'est pas l'internat voilà, que peut-être on connaissait de lycée. Non, c'est pour ça, c'est une belle situation dans ce sens. Je voulais juste ajouter, parce que j'ai entendu parler beaucoup du Parcoursup. Nous sommes inscrits au Parcoursup, mais les candidatures ne se font pas sur le Parcoursup, mais uniquement sur notre site. En fait, notre école n'a pas la possibilité voilà, on n'a pas la possibilité de candidater à travers le Parcoursup. Voilà, ça le ramène sur le Parcoursup, ça ramène tout de suite au site de l'école. Voilà, c'est comme ça, hein, on essaie Non, mais de pas être complexe. c'est comme toutes les écoles d'art, hein. C'est pas une C'est ça. spécificité. Toutes les écoles d'art qui recrutent sur concours, Mhm. en fait, ont des modalités d'inscription en dehors de Ok, voilà. Parcoursup. Elles sont Ah bah bien alors, indiquées, c'est mais bien. pour tout le monde, on est en dehors. Voilà. Ok, c'est bien savoir. Je Voilà. pense qu'on a on a répondu à toutes les questions, si ce n'est que peut-être Marion peut répondre à la question qui est qu'est-ce qu'on fait entre-temps pour si on a des écoles qui recrutent une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans et qu'on rate l'année, quelle est la proposition en fait possible pour nourrir un parcours avant d'entrer dans l'école? Et je pose cette question-là à Marion juste avant parce que en fait, ce qu'on va, on a à la fois Muriel Maffre et Edmond Rousseau ont été obligés de partir. Ils ont eu tous les deux des contraintes. Ils étaient avec nous, mais ils ont été obligés de nous quitter. Et donc, on va vous proposer un autre rendez-vous vous recevrez un mail pour vous donner un autre créneau où on fera un temps juste avec tous les deux. Voilà, comme ça, vous n'aurez rien perdu. Et eux non plus d'ailleurs, puisqu'ils pourront de toute façon, voilà. Et puis nous, on fera un montage des deux rendez-vous. Euh, je laisse Marion du coup donner ces éléments-là parce qu'effectivement c'est un vrai sujet en fait pour des Oui. jeunes qui sont Alors, un peu comme ça au bout. il faut savoir que le cycle préparatoire à l'enseignement supérieur, on peut rester 2 ans dans un cycle préparatoire à l'enseignement supérieur. Ça peut être juste un tremplin, c'est-à-dire un moment d'optimisation, d'autonomie, de perfectionnement qui fait que, hop, on rentre en école supérieure. Euh, Souvent, il faut aussi passer 2 fois les concours. Enfin, quand on rentre pas dans une école, ça veut pas dire qu'on n'y rentrera jamais, mais parfois, c'est aussi là où on comprend, où on se rend compte de ce que c'est que de être un parmi 200 et de se dire, ben voilà, il faut que je fasse partie de la sélection finale. Donc, les classes préparatoires ou les cycles préparatoires à l'enseignement supérieur sont ces temps d'optimisation et par exemple, quand on est à Paris ou en région parisienne, ça peut être ou dans des grandes villes, on peut aussi profiter de l'entraînement régulier du danseur, c'est-à-dire continuer à se former, continuer à se former au sein des conservatoires, continuer à se former dans les studios. Je dirais même que c'est presque le début de la vraie vie des danseurs, puisqu'il faut avoir beaucoup d'autonomie et être en capacité de se former non-stop, puisque même en sortant de l'école, même quand on est professionnel, on continue de se former. Donc, voilà. Ensuite, il y a tout le réseau à l'étranger. Il faut être aussi, le Centre national de la danse est un lieu de ressources important.
où il y a vraiment tout est répertorié. Il ne faut pas hésiter, je pense même à aller vers un DE pour rebondir sur une école supérieure. Enfin, voilà, les chemins sont multiples. Je pense que ce qui est important, c'est de garder un lien avec sa pratique. Parce que si on commence à moins pratiquer, là, les chances d'entrer en école supérieure, ça me nuise. Et même quand on est professionnel, qu'on soit étudiant. Donc voilà, je pense que les conservatoires sont des lieux de ressources, les classes préparatoires à l'enseignement supérieur, tous les stages, l'offre est énorme. Ça peut être faire une licence, même une licence qui n'est pas strictement liée à la danse ou pas, et puis continuer de se former, continuer de se nourrir. Voilà, c'est, euh, ça fait partie du chemin, je dirais. Il y a des gens qui passent une école supérieure et ça marche tout de suite, mais c'est peut-être pas la majeure partie. Et je pense que c'est vraiment un changement d'optique de comprendre les exigences du monde professionnel. Ça fait partie du chemin, je dirais, d'avoir aussi des temps de latence qui sont pas générales. Ça n'est pas, ils sont pas généraux, c'est pas pour tout le monde, mais ça fait partie de la vie, voilà, de la vie de la formation, de l'autonomie, de tester aussi son endurance et sa ténacité parce qu'il en faut, je pense, pour être danseur, enseignant. Voilà, c'est des métiers qui demandent d'être, de s'accrocher, voilà, de bien re-questionner et renourrir son désir. Donc, ça fait partie de la vie, je dirais. Et puis, il faut savoir qu'il y a quand même énormément au niveau international, que ce soit les profils d'écoles sont nombreux, ça peut être des écoles plus... Même là, en France, on voit les écoles ont chacun des spécificités, des profils différents. On peut danser de plus en plus longtemps. On voit qu'à Cannes, il y a au PNSD, il y a un pôle santé très fort. On danse maintenant de plus en plus longtemps. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là, les méthodologies corporelles, Pilates, yoga, Feldenkrais. Enfin, voilà, on peut tellement se former pendant 30 ans. Donc voilà, si on attend une école, ben continue de se former pendant un an ou deux. Voilà. Ou on essaye d'autres écoles. En tous les cas, merci à chacun. Merci Nathalie, Patricia, Paola et Amélie, hein. Merci à chacun. Je pense que c'est important c'est important d'avoir les mots des gens, des responsables parce que voilà, la réalité du métier est difficile à transmettre. Et même avec ces mots-là, je pense de toute façon, l'expérience fait que c'est là où on réalise un peu ce que c'est que d'être en école supérieure. Mais en tous les cas, je pense que c'est très éclairant pour tous les candidats, pour les futurs candidats et les responsables de conservatoires qui peuvent aussi éclairer et les enseignants, les élèves. Donc Muriel, je te rends la parole. Merci. Et donc, du coup, on va chercher une date avec nos deux intervenants des CNSM. Finalement, c'est bien aussi parce que vous avez pu entendre déjà une partie des écoles et effectivement, on aura un temps CNSM qui aussi propose des formations. Donc, entre-temps, on peut aussi éventuellement entrer au CNSM qui propose aussi des formations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus qu'une seule école qui présente et qui propose effectivement. On a vu qu'on peut aller à Cannes, faire du contemporain classique pour peu qu'on ait un profil complet. On peut aussi, donc Marion le disait, mais on a le SMD à Lille. On peut aussi, où il y a, même si c'est une formation DE, ils ont une grosse partie de préparation aux interprètes, enfin à l'interprétation. Voilà, c'est une école aussi ambiguë. Ils sont formés, ils forment au DE, mais avec un gros pôle d'interprétation. Et je Voilà, compléterais Nantes aussi. En fait, c'est aussi et il faut savoir aussi qu'il y a des étudiants qui se font en école supérieure et qui font le DE. C'est pas antinomique. Enfin voilà, hein, tout à fait. Non, non, ça va ensemble, hein. C'est simplement qu'on a séparé parce que c'est deux métiers un peu différents et que certaines écoles ne forment qu'au DE. Donc, du coup, effectivement, voilà, et puis que finalement, l'offre est déjà riche. Vous avez des profils et des projets spécifiques, singuliers. Et du coup, voilà, si on veut pouvoir laisser la parole finalement à toutes les écoles, ça nous oblige un petit peu à couper en petits bouts
ces rendez-vous-là pour éviter que justement y ait pas pour que chacun puisse vraiment s'exprimer complètement. Merci à tous et du coup on vous enverra à tout le public, on enverra un mail pour vous donner la date du rendez-vous CNSM.